Salut à tous, épisode Cavs annoncé. Maintenant je tiens promesse, le voici, en profitant de ce week-end de All-Star Game. Pour être précis, le 27 décembre, j'ai commencé à ajouter cette équipe-là sur un commencé maintenant que vous connaissez, que je vous ai déjà proposé, c'était celui des Spurs. Et on s'est retrouvé avec des bilans ici qui étaient les vrais bilans au 27 décembre. Voilà, donc j'ai fait ça sur la base d'un commencer maintenant et non pas d'un My League. Je voulais avoir un petit peu de réalisme dans la manière dont la saison était démarrée, tout simplement, pour avoir des tendances déjà nettes sur les classements Est-Ouest. Il est évident que 3 hommes retiennent mon attention au moment de créer cette partie. Du côté des Cavs, 3 hommes. Bon, un petit peu plus tard, s'ajoutera un 4e homme, mais ça, nous le savons tous. On ne le savait pas encore fin décembre. Commençons par le premier d'entre eux. Le premier, en tout cas au niveau de la taille croissante, parce que Darius Garland n'est pas un meneur de grande taille. Il avait été drafté en 2019, en 5e position, ce qui veut dire qu'il est déjà dans sa 3e année, NBA actuellement. Et c'est vrai que ce joueur... on a pu avoir des doutes lorsqu'il avait été drafté une année après Colin Sexton, puisque ça faisait un backcourt qui était très petit en taille. La première saison de Darius Garland ne s'était pas exceptionnellement passée. C'était... on pouvait même à ce moment-là avoir des doutes, mais c'était aussi dans un contexte global qui n'était pas forcément très favorable pour les Cavs. Ce qui fait que sa première année rookie à 31 minutes, à 12 points par match, avec surtout des pourcentages assez discutables et pas mal de turnover. On était à 1,5 sur le ratio assist-turnover. Mais il y a eu une énorme progression sur la saison suivante, et je dirais même sur la deuxième partie de saison suivante, 2020-2021. Et puis, surtout, la progression est encore plus belle cette année, puisque en 2021-2022, il a continué à prendre sensiblement le même nombre de shoots, mais il a un rendement qui est supérieur, avec des pourcentages également qui sont, presque tous meilleurs. Après, le ratio assist-turnover reste toujours aux environs de 2, cette fois-ci, sur ces 2 saisons-là. Le PER, en revanche, il a explosé en 2 ans. Et on est aussi sur un true shooting percentage qui est très très intéressant. 4e meneur NBA à ce niveau-là. Vous voyez, volume de shoot 22 sur les 2 dernières saisons, 22 tentatives par match. Ce joueur a du potentiel, il a déjà une vraie valeur. C'est indéniablement quelqu'un sur lequel on peut miser pour la suite. Après, il y avait encore Ricky Rubio au moment où je commence cette partie. Ricky Rubio qui, nous le savons, fera partie d'un trade un petit peu plus tard. Je le ferai également. Ricky Rubio qui avait cette année aux Cavs, je dirais une contribution qui était très très positive, avec... une moyenne de minutes assez élevée, souvent en sortie de banc, mais pas toujours, puisqu'il y a eu pas mal de blessures aussi sur le backcourt. Et Ricky Rubio, qui nous a fait du Ricky Rubio, c'est-à-dire qu'à part l'adresse, il a été ce gestionnaire qu'on aime, ce type capable de faire de bonnes choses, et c'est un contrat expirant, mais ça on va en reparler un petit peu plus loin. Au rayon des promesses, Okoro en est une, j'en reparlerai plus loin probablement. Colin Sexton par contre est une énigme, parce que il est blessé actuellement, mais Colin Sexton, il arrive en fin de contrat aussi, savoir un petit peu ce que peuvent faire les Cavs avec lui, c'est pas forcément évident à trancher, mais regardez, pour ce qui est d'Okoro, il y a vraiment une super polyvalence, poste 2, poste 3, et un potentiel qui donne très très envie. C'est un type de joueur que j'aime beaucoup, Okoro. Déjà lors de sa draft, j'étais assez content. J'étais content qu'il atterrisse dans cette équipe-là, qui avait vraiment besoin de qualité défensive, entre autres, et athlétique. Après, il y a d'autres joueurs qui sont de qualité un petit peu plus improbable. Je vous avoue que Wade, j'ai du mal. Par contre, Dylan Windler est quelqu'un à qui j'ai plutôt envie de faire confiance, mais dans le registre vraiment du shooter. Vous voyez, le potentiel n'est pas phénoménal, mais il y a quand même peut-être moyen de l'emmener jusqu'à 78, 79, qui serait un joueur en sortie de banque qui serait tout à fait convenable
Donc à voir un petit peu pour Dylan Windler, mais moi j'ai envie de le garder comme shooter qui sort du banc. Wade, je vous disais, je suis un petit peu plus dubitatif. Par contre, quelqu'un comme Cedi Osman me paraît avoir toutes les qualités Osman pour un bon joueur NBA qui sort du banc, ou alors de temps en temps qui va starter et qui va permettre comme ça d'occuper plusieurs postes. Osman, c'est un vraiment bon joueur. Wade, c'est vraiment plus délicat. Je voyais encore jouer l'autre jour. Ah, j'ai du mal, je le trouve emprunté, je le trouve pâteau, je trouve qu'il se fait avoir sur des fautes. Enfin, c'est vraiment moyenasse. Alors que Cedi Osman, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, c'est un joueur plus ancien hein, déjà dans la ligue. Hein. On est sur un joueur plus âgé et surtout qui a plus d'expérience NBA. Un très bon shooter, mais pas un mauvais défenseur. Il a de vraies qualités. Je pense que Cedi Osman, c'est un joueur qu'on est content d'avoir dans sa sortie de banc. En plus, il lui reste encore un petit peu de potentiel à développer. Et la saison d'ailleurs actuelle n'est pas mauvaise. Il est au-dessus des 10 points. Il avoisine les 40% à 3 points, ce qui est toujours une vraie qualité. Et le temps de jeu, évidemment, voilà, correspond à à quelqu'un qui sort du banc, mais avec un vrai rôle. Passons ensuite au sujet suivant. Evan Mobley. Le deuxième homme que j'identifie clairement comme étant la tête du projet. On est sur une année rookie, hein, par contre, puisqu'il a été drafté l'an dernier en 3e position. Il a déjà un énorme temps de jeu et il a déjà des statistiques qui sont très encourageantes. Au moment où je démarre cette partie, il a joué 25 matchs et a déjà un ratio point-rebond qui est très très sympa. Il faut savoir également que Evan Mobley est quelqu'un qui a de grosses qualités de contre. Vous voyez, il peut stretch en plus. C'est un joueur aussi dont je me suis aperçu un truc étonnant, c'est qu'il a occupé la majorité de ses minutes sur le parquet au poste d'ailier. Et ça, j'entendais l'autre jour un reportage avec Bickerstaff qui parlait de ça et qui disait qu'Evan Mobley avait tout d'un ailier moderne également. Il pouvait défendre sur des tas de postes différents. Bon, c'est un diamant brut. Hein. Je pense qu'en fait, parmi tous les joueurs des Cavs aujourd'hui, même si Garland se remarque pas mal ou que Allen a gratté une place de All-Star très récemment aussi, un peu dû à des blessures, Mobley est probablement la pièce centrale, le joueur qui peut-être dans 3-4 ans sera top 10 NBA, top 10 global. Hein. Je pense qu'on est sur quelqu'un qui a d'ailleurs de l'avis des joueurs un potentiel très très élevé. Passons ensuite à celui qui fait que Mobley passe du temps en 3, c'est Markkanen, puisque Markkanen a été un recrutement qu'on n'attendait pas forcément du côté des Cavs cette année. Il est sorti des Bulls qui n'ont pas souhaité, pour d'autres raisons tout à fait compréhensibles, on voit que d'ailleurs que ça a porté ses fruits, sacrifier du cap space pour Markkanen. Markkanen, du coup, a été recruté sans que les Bulls ne s'y opposent hein, à Cleveland. Avec un fort joli contrat aux alentours des 16 millions sur plusieurs années, par an sur plusieurs années. Donc pas grand chose à redire par rapport à lui. Et Markkanen, j'ai peut-être plus de doutes. Est-ce que ce ne sera pas finalement dans un deuxième temps une monnaie d'échange? Toujours est-il que le troisième homme pour moi c'est Jarrett Allen, troisième homme majeur ici. On sait qu'il a fait partie du trade qui avait impliqué Harden du côté des Nets. Et à ce moment-là, moi, je m'étais insurgé en disant « Mais pourquoi est-ce que Houston ne profite pas pour récupérer Jarrett Allen ?» Ça paraissait en tout cas quelque chose d'assez complexe pour ce joueur 22e choix en 2017 qui avait honnêtement fait un très joli début de carrière au Nets. Hein. Moi, je trouve pas que ce soit déshonorant son début de carrière. Puis là, c'est vrai qu'aux Cavs, il trouve un rôle de poste 5 tout à fait affirmé. Hein. On le fait toujours jouer en 5, Jarrett Allen. Il a eu, du coup, cet été, par les Cavs, un fort joli contrat, puisqu'il arrivait en fin de contrat. C'est peut-être aussi ce qui fait que les Nets l'avaient inclus dans un trade, voulant conserver contrôler leur masse salariale globale, avec les 3 stars d'alors. Ça, c'était aussi avant tout ce que l'on peut savoir de la trade deadline 2022, qui a été quand même assez extraordinaire dans certains mouvements qui se sont passés, quoi. On a donc Jarrett Allen hein, qui a tous les attributs d'un défenseur très correct, surtout d'un très bon rebondeur et de quelqu'un qui possède
Voilà, pas mal de côté athlétique, et on sait qu'en NBA, et puis aussi sur NBA 2K, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, ça joue un rôle majeur. Il avait été bon aux Nets, mais il est encore meilleur aux Cavs, avec un PER qui a encore augmenté. Regardez son plus-minus, à plus 5,1. C'est franchement très très intéressant. Un box plus-minus, BPM 5,1. 10e au NBA. Ça veut dire que c'est le joueur qui, quand il est sur le terrain, va vous assurer le 10e meilleur différentiel de la ligue. Donc c'est quand même pas négligeable dans ce bon début de saison des Cavs, hein, l'implication de Jarrett Allen. Après, il se trouve que la spécificité des Cavs, c'est qu'on est encore dans l'après LeBron James sur un contrat comme celui de Kevin Love, qui n'ont pas réussi dans un premier temps à échanger et qui, je crois, s'avère plus aussi pesant que cela, surtout qu'on arrive proche du terme, mais surtout que Kevin Love s'est trouvé un nouveau départ, en fait, avec cette équipe constituée de joueurs de talent jeunes qui l'entourent, et du coup c'est vrai que ça donne finalement une autre possibilité à Love, c'est de ne plus peser comme un énorme contrat dont on cherche à se débarrasser si on était en reconstruction, mais plutôt d'apporter en tant que vétéran. Donc Kevin Love, vrai intérêt, grosse saison statistique. On sait que Love est une machine statistique, hein, quand il a du temps de jeu, quand il est impliqué. Alors là, ils le font sortir du banc, mais il a beaucoup de minutes. Kevin Love, c'est un joueur vraiment très très intéressant. On fera pas pareil, par contre, de grands cas sur Ed Davis qui bouge plutôt des trous. Luke Cornett, ça n'est pas non plus réellement le joueur sur lequel tout le monde compte. Et Taco Fall, il faut croire que ce joueur aura du mal à trouver une vraie place en NBA. Quand ça arrive à plusieurs endroits, ça finit par ne plus être un hasard. C'est dommage parce que le garçon est attachant et puis j'aimais bien ce joueur. Et voilà, donc pour moi, Cornet un peu en trop, Ed Davis, ça suffisait, parce qu'on a aussi beaucoup de rotation à l'intérieur. Alors du coup, évidemment, après, je me suis lancé sur une rotation. À ce moment-là, hein, elle a évolué entre-temps, je vous rassure. Colin Sexton était donc out. Et puis ensuite, on va très très simplement constituer notre rotation avancée. Alors vous voyez, la spécificité, c'est que je vais démarrer Mobley, je le fais démarrer en 3. Pourquoi ? Parce que je suis allé fouiller dans les positions estimées de NBA, et Mobley, il a plus souvent occupé du poste 3 avec les Cavs, estimate position, regardez, je vous l'ai mis ici là, small forward 39%, power forward 33%, poste 4, et poste 5, 28%. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, il est plus souvent dans un rôle estimé de poste 3 que le contraire. Alors, ce sont des calculs qui valent ce qu'ils valent, mais c'est tout de même un truc, moi, qui m'a choqué quand je l'ai vu, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et du coup, j'ai cherché, dans une certaine mesure, à le reproduire in-game. C'est vrai qu'avec la mobilité d'un tel joueur, pourquoi ne pas s'autoriser sur des courtes séquences à le mettre, parce que moi, c'est plus court que 39%, hein, à le mettre poste 3, si l'on veut le faire cohabiter avec Mark Allen, Kevin Love. Vous voyez, il y a un embouteillage dans la raquette, donc il faut en tenir compte. Je démarre avec Garland, Allen, Osman comme priorité. On va évidemment jouer très très physique en défense, utiliser les systèmes des Cavs, pourquoi pas, après tout, c'est intéressant. Bickerstaff, on va aussi regarder s'il n'y a pas des systèmes actifs qui peuvent être préférables à celui qui est mis par défaut dans le jeu. La réponse, c'est qu'on est toujours entre 3 étoiles et 2 étoiles et demie. Donc à partir de là, il faut faire son choix sur un système à 3 étoiles. 7 seconds éventuellement aurait pu être une option. Vitesse espace sera finalement le truc que je choisis. Voilà, donc c'est une équipe jeune qui court beaucoup, et pourquoi ne pas aller plutôt sur ce concept de vitesse et espace
En tout cas, voilà, c'était le choix que j'ai fait. Peut-être qu'on devra en changer à l'avenir, mais avec tout ce potentiel athlétique, ça paraît être un choix qui n'est pas forcément mauvais. Après, je vous déroule ici quels ont été mes choix d'entraînement. Il n'y a rien d'original par rapport à ce que je propose d'habitude. En même temps, je ne vois absolument pas pourquoi je ferais preuve d'originalité vis-à-vis de choses qui marchent, qui fonctionnent et qui permettent de développer les joueurs de manière très très efficace. Hein. Donc c'est pour ça que je ne change pas un truc qui gagne, entre guillemets. À ce stade-là, nous avions Ricky Rubio en mentor de Garland. On avait Mobley qui était mentoré par Ed Davis et Jarrett Allen par Kevin Love. C'était plus une histoire de compatibilité, ces choix-là. C'est que y a des fois des insignes qui peuvent se transférer d'un joueur à l'autre plus facilement dans un cas que dans l'autre. Donc voilà, mais ce ne sont pas encore une fois des choix définitifs. La partie à ce stade-là nous réserve des surprises intéressantes. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Au 27 décembre, nous étions avec un 17e offensive rating pour les Cavs. Et à ma grande surprise, où en étions-nous au niveau du defensive rating ? Eh bien, 2e. Et de loin, c'est-à-dire que seuls les Warriors faisaient mieux. Donc, de manière complètement étonnante, sans qu'on puisse vraiment comprendre même de prime abord, les Cavs avaient le 2e defensive rating fin décembre. On peut évidemment imaginer que si ça s'est passé sur 30 matchs, ça va continuer sur les 20 de plus, etc. etc. En tout cas, grosse tendance défensive. Est-ce la dissuasion d'Allen combinée aux qualités de Mobley, combinée avec une activité d'Okoro sur les extérieurs? Je l'ignore pour être franc, mais toujours est-il que le résultat était là. Très très grosse surprise, mais très très heureuse surprise de constater qu'une équipe comme celle-là défend aussi bien. C'est parti, premier match. On va aller ici jusqu'à la veille du All-Star Game dans cette vidéo, ok ? Donc ça avait commencé par une prise en main. Alors déjà les Pelicans, ça n'allait pas très bien. Donc il n'y avait aucune raison d'aller leur offrir une victoire. Donc oui, Josh Hart était encore un Pelican. Maintenant, nous savons tous qu'il est à Portland. D'ailleurs, je cale un mot à ce sujet-là. J'ai bien aimé le fait que Portland ose aller jusqu'à, je dirais, tout bazarder presque, à part Lillard et Nurkic aussi, mais peut-être c'était faute d'opportunité. Ose tout bazarder de cette façon-là. J'ai trouvé ça plutôt intéressant pour la suite. Et j'aime bien d'ailleurs ce que font ces joueurs dont personne ne voulait, Josh Hart, Justice Winslow, du côté des Blazers. Je trouve ça assez intéressant. On voit que ça commence par des séquences défensives plutôt intéressantes là aussi du côté des Cavs. Début de match où on abuse certes du pick and roll, on peut même envoyer Mobley au dunk, puisqu'avec de telles qualités, Garland se régale à pouvoir distiller des passes. Mais ce qui est évident, c'est que défensivement, ça se comporte très très bien. C'est vraiment étonnant comme c'est intéressant à jouer défensivement. Vous voyez, bloc au rebond, hop, pour empêcher Valanciunas de nous embêter. Après quand même, allez, il y a des qualités quand même du côté des Pelicans. Et puis, Brandon Ingram n'est quand même pas n'importe qui. Mais tout ça va pas forcément suffire. Regardez, voilà, il y aura des séquences défensives à répétition qui illustrent bien la qualité de ces Cavs. Oh là là, le petit Okoro qui s'amuse sur l'écran, fin de prise d'écran. Derrière, on a des possibilités aussi de shoot externe, comme ici. Et quand on rate, c'est pas grave, parce qu'on a même la possibilité de prendre le rebond, parce qu'on a de gros rebondeurs dans la raquette. Et franchement, les mismatchs aussi, on peut les créer. On peut même s'amuser à faire des petits fade-away avec Mobley. Bref, ça a été une boucherie. Une boucherie que ce match. Au passage, petit mot sur les Pelicans. Quelle tristesse. Finalement, on annonçait Zion absent pendant une vingtaine de matchs sur cette saison. On a bien compris qu'il va en être autrement. Et que Zion, on ne le verra pas de la saison, probablement.
Et c'est tellement dommage. Et ça annonce aussi tellement de mauvais moments pour ces Pelicans, pour lesquels la pression va monter, les résultats étant dégueulasses. Et je pense que le GM, l'ancien de Cleveland, David Griffin, du côté des Pels désormais, hein, puisque c'est lui qui avait déjà été à la manette pour le transfert d'Anthony Davis aux Lakers, sur lequel il en était plutôt pas si mal tiré d'ailleurs, pour être objectif, va avoir vraiment du boulot, voire même de la pression, si Zion commence à râler, parce qu'il trouve que rien n'est réellement fait pour l'aider à faire quelque chose. Après, il faut aussi qu'il fasse quelque chose de son côté physiquement pour arrêter d'être blessé de manière aussi récurrente. Voilà, c'est dit. Donc on espère évidemment de la bonne santé pour tous ces joueurs-là, puisque la NBA est encore plus belle quand tout le monde est sur le parquet. Le match ici face aux Wizards va être une petite redescente sur terre, qui est plutôt intéressante comme ça en début de partie, quand on se fait embêter par une équipe à la limite dont on ne pensait pas qu'elle allait nous embêter de cette façon-là. Ça peut toujours être intéressant, et ça va être le cas avec ces Wizards. Wizards de Bradley Beal, ici très très mauvaise tentative de passage en force provoqué de la part du défenseur, je crois que c'était Okoro sur Beal, qui s'est complètement trompé. Le début du match n'est pas facile, et on a du très très gros Bradley Beal avec, quand il rate, une présence au rebond de Daniel Gafford, joueur très intéressant évidemment, Daniel Gafford, qui est plutôt sympa. Montrezl était encore un Wizard. Là aussi ça a bougé. Là aussi il y a énormément à dire sur ces Wizards autour de la trade deadline. Ça a été surprenant tout de même, cette acquisition de Porzingis. Le fait que, vous voyez, on n'a pas beaucoup d'adresse à 3 points pour le moment, hein. Dans ce match-là, ça se passe pas bien. Le fait que les Mavericks se débarrassent de Porzingis n'était pas une surprise en tant que tel. Par contre, ce qui peut être une surprise, c'est l'embouteillage. Là aussi, sur les postes plutôt d'intérieur. Cet embout très bien joué ici à Kimura sur le pick and pop. Bradley Beal à la manette, qui a beaucoup la balle en main, surtout qu'il aura encore plus désormais, puisque Dinwiddie ne sera plus là. Donc, pas étonnant pour moi de la part des Mavericks de se débarrasser de Porzingis, mais étonnant de la part des Wizards d'aller chercher Porzingis. Puisque quand on fait les comptes, Gafford Bryant sur le poste 5, ça faisait relativement le boulot. Il y a des joueurs qui auraient pu aspirer à des minutes au poste 4, 3, je mêle les deux, mais comme Kuzma bien sûr, Avdija et Hachimura, qui est peut-être plus un 4. Maintenant vous venez leur mettre Porzingis dans les pattes. Un choix étonnant, voilà. Après, il y a peut-être des raisons en interne qui font que l'équipe voulait se débarrasser de Dinwiddie, hein, parce que ça fait pas longtemps, donc forcément il y a un loup, hein, dans ces cas-là. Et Montrezl, ça, c'était plus une opportunité, probablement, et puis sinon il y avait embouteillage encore plus massif dans la raquette. Bref, voilà, à voir, mais les Wizards, j'ai été surpris de ce qui s'est passé à la trade deadline, et d'ailleurs aussi, signalons qu'on a pris une belle petite fessée sur ce coup-là, avec les Cavs, mais ça fait partie aussi du jeu. Quand on démarre avec une équipe, il est bon d'avoir des petites fessées qui nous disent ce qu'il ne faut pas faire. Et en l'occurrence, j'ai compris quelles étaient les erreurs de démarche globale sur ce coup-là. Alors le jeu gère les blessures quand on démarre en commencer maintenant de manière un petit peu discutable. À savoir, certains joueurs qui sont out pour longtemps vont être out seulement pour 1 à 2 semaines sur NBA 2K. C'est ce qui fait que là, j'ai le retour de Sexton. Alors du coup, je m'interdis de ne pas le faire jouer. Et donc, je vais le réinsérer là comme ça dans la rotation. Mais on sait tous que Sexton, Rubio sont deux joueurs dont il n'est pas tout à fait certain qu'on les revoie cette saison sur un parquet, quoi. En tout cas, ça reste à confirmer. J'ai trouvé nulle part de source vraiment qui m'assure ça.
Donc je préfère pas dire de bêtises. J'ai fait aussi après une tentative. Parce qu'il y avait un joueur qui m'intéressait énormément. Vous voyez, c'était rigolo parce que Haliburton a bougé IRL au moment de la trade deadline. Mais j'ai pas réussi à le faire bouger aux Cavs. Donc voilà. Mais bon, il m'intéressait beaucoup, quitte à rajouter 2 pics de draft, ce qui est énorme, hein, le premier tour. Il m'intéressait énormément d'aller chercher Haliburton en échange de l'expirant de Sexton. Mais ça n'a jamais été envisageable du côté des Kings qui, à ce moment-là, ne voulaient pas laisser partir Tyrese Haliburton. Et on sait entre-temps qu'il est allé du côté de l'Indiana avec un joli package, là encore, autour de Sabonis. Bref, un presque blockbuster trade. Allez, un très gros trade, on va dire. Blockbuster, on va le garder pour Harden aux Sixers, bien sûr. Bref, vous voyez que la simulation apporte son lot de victoires et de défaites sans qu'il y ait réellement de commentaires très longs à faire dessus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est très aléatoire tout ça. Si vous resimulez un match, vous pouvez avoir victoire, défaite, enfin, avec même de très très gros écarts, sans qu'il y ait vraiment d'explication rationnelle. Donc, oui, c'est comme ça, de toute façon, ça fait partie. Puis ça permet d'avancer la saison. De toute façon, on va pas jouer 82 matchs. Et puis en plus, si on les jouait, ça fausserait le résultat de saison. Donc, c'est bien d'en jouer quelques-uns. Mais c'est même en play-off, je simule aussi. Hein, j'aime bien qu'il y ait une part d'aléatoire, une part aussi de valeur considérée par le jeu pour essayer d'équilibrer toutes les choses. Sans cela, ça deviendrait un petit peu trop facile, là encore. Garland Sexton, cette fois-ci, associé donc Okoro en sortie de banc, autour du triangle que nous connaissons, Markkanen Allen et Mobley, pour affronter le Jazz. Alors, est-ce qu'on va prendre une fessée sur ce coup-là, ou est-ce qu'on va réussir à tenir la dragée haute à cette équipe? Il faut essayer de bouger. Je surveille Conley, vous voyez là à l'extérieur. Je surveille Conley. J'essaie de contrôler plutôt à l'intérieur, en général. Je me méfie beaucoup des rebonds offensifs de Gobert ou de Whiteside. Et Allen fait bonne garde. Avez-vous vu ce bloc sensationnel? La première mi-temps, le premier quart-temps, excusez-moi, s'est passé de manière... je dirais que les attaques ont été un peu étouffées par les défenses. Ça n'a pas été une orgie du tout en attaque. Après... on a des petites séquences qu'on déroule. On commence presque à avoir l'habitude à ce moment-là. Toujours les pauses d'écran. Ici, voilà, toujours Mobley. Toujours le pick and roll mal défendu dans le jeu. Même en mode de difficulté superstar pour moi. Bref. Rien de nouveau sous le soleil de Touquet. Hein, donc il y a aussi... des fois où on constate que tout va bien. C'était Rudy Gay ici, je voulais le montrer, j'aime bien Rudy Gay. C'est un joueur élégant. C'est un joueur élégant et qui a peut-être pas forcément eu toujours, je dirais les succès qu'on aurait pu lui souhaiter. Vous voyez qu'on a du mal à contrôler le rebond. Malgré la présence de si bons rebondeurs comme Jarrett Allen, même Mobley, bien sûr. Et il faut faire attention parce que si l'adresse se met à nous fuir, alors la fin du match risque d'être douloureuse, surtout que voilà, ça se régale en contre-attaque. Ici, Royce O'Neal l'illustre parfaitement. Shoot à 3 points raté derrière, tu te prends 2 points faciles, ça fait mal au cœur. Markkanen, pareil, mauvais timing de shoot. Derrière, on ne contrôle pas le rebond alors qu'il nous tendait les bras. Contre-attaque, Rudy Gay facile, sous le cercle. Vous voyez, il y a quelque chose de récurrent dans ce match. C'est les difficultés à embêter une équipe comme le Jazz au rebond. Pause d'écran de Rudy Gobert. Est-ce que Clarkson va être défendu convenablement? Oui, mais du coup, ça reprofite pour gober du rebond. Et derrière, spam. Voilà, donc c'était un match, ça arrive. Il y a des fois où on se fait complètement avoir et on a du mal sur la protection des rebonds. Donc ça, c'est quelque chose... qui m'arrive de manière récurrente. Des fois, j'oublie de poser mes écrans retard. Je suis peut-être un petit peu trop obsédé par le ballon et du coup,
Je n'en profite pas. En plus, il y a des interceptions gratuites au milieu du terrain. Mais je n'en profite pas pour essayer plutôt de bloquer, en l'occurrence, la référence, Rudy Gobert, dans ce registre pour prendre des rebonds, pour essayer de rendre la chose pénible lorsqu'on joue contre Utah. Donc là, c'était vraiment, malgré des pourcentages hasardeux du côté du Jazz, ça a été quand même un peu difficile et on a souffert. On a souffert en attaque, on a souffert au rebond. Voilà, ce sont des expériences toujours intéressantes. Dans la foulée, allez, un petit peu de simulation pour rejoindre une autre opposition. On avance. On voit quand même le bilan est bon. Hein. Et en simulation, on gagne pas mal de matchs. Hein. Des fois, je me permets, pour aller glaner quelques petites images à vous montrer, je l'avoue, d'aller comme ça rentrer dans un match. Là, ici, ce sont les Nets que nous avons battus peut-être un petit peu trop facilement. Si l'on regarde le score, il y a 40 points quasiment. Ça fait beaucoup, 40 points. Dans la foulée, les Bulls. Ah, Bulls, attention, c'est un concurrent à l'Est. Hein. Eh bien, tiens, hop, ils ont été battus. Ce qui assure vraiment un bilan de plus en plus intéressant à ces Cavs. Allez, encore une victoire. Ça fait 5 d'affilée. 5 victoires d'affilée avant d'affronter les Knicks. Et là, je me suis souvenu, en fait, de ce que j'avais vécu juste avant contre le Jazz. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on a retenu la leçon pour ce qui est de bloquer la prise de rebond des intérieurs adverses? Parce que du côté des Knicks, on a quelques clients au niveau de la prise de rebond, que ce soit Mitchell Robinson, Nerlens Noel, voire Julius Randle. Et du coup, j'ai eu envie de jouer ce match. Voilà. L'occasion aussi de dire un mot a posteriori sur les Knicks. Les Knicks qui ont une saison très difficile. Derrick Rose a été absent un certain temps. Mais tout de même, c'est pas normal. Ce qui se passe aux Knicks, ça lâche des matchs alors que ça mène de 20 points en troisième quart-temps. Il y a quelque chose qui prend pas depuis ce début de saison du côté des Knicks. Ça ne fonctionne pas. Je vais pas dire que je suis heureux, puisque moi j'aime bien les Knicks. Mais donc ça me fait suer a priori de voir ce bilan d'équipe, qui est complètement cata. Donc forcément pas de joie particulière à voir les Knicks galérer. Mais tout de même, une confirmation, c'est que moi quand j'ai vu le recrutement d'Evan Fournier et de Kemba, je suis désolé à croire que j'aime pas Kemba Walker, parce que de manière récurrente, je donne mon avis sur ce que donne la présence de joueurs dans certaines équipes. On pense aussi à Boston, bien sûr, au préalable. Je dirais Kemba, hormis à Charlotte où c'était vraiment pas mal, mais ça comptait moins parce que à Charlotte, il n'y avait pas vraiment d'ambition. Il y a un problème, Kemba Walker. Et puis en plus, quand il est maladroit, ça fait du mal, certes, mais autour de lui, certes, la blessure de R.J. Barrett a fait du mal également dernièrement, puisque Barrett avait vraiment step up cette saison. Il avait été intéressant. Regardez, ça c'est la séquence que je vous disais tout à l'heure. Pensez à poser des écrans et ne pas s'occuper du porteur de balle. Regardez, là je m'occupe pas de Rose. Je pense juste à bloquer Robinson. C'est ça qu'il faut arriver à faire. En tout cas, je me le dis à moi. Je me permets de partager cette réflexion. Évidemment, c'est pas un conseil d'évangile. Je me permettrai pas. Mais par contre, je considère que c'est vraiment le truc qu'il faut que je fasse gaffe à ne pas oublier. Dedans, blâme. Ça travaille, ça tricote. Jarrett Allen à la parade. Derrière, trop de paniers faciles, alors ça va, on revient en défense. Moment crucial dans ce quatrième quart-temps. Moment très 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 important, puisqu'il y a quelques stops défensifs qui génèrent des paniers faciles. Et voilà, encore, en voici un peut-être sur la contre-attaque. On a choisi vitesse et espace, c'est pas par hasard non plus. On a des joueurs qui le permettent, donc dans la stratégie de jeu, Garland, Okoro, un petit peu plus tard, Levert, sont des joueurs qui peuvent
profiter des opportunités. Et puis derrière, on a des shoots externes aussi, des fois, qui peuvent faire bouche avec ici Cedi Osman. Bref, ces Knicks, on les a pris comme il fallait, malgré une grande maladresse à 3 points de notre part. 2 sur 13, c'était quand même la cata. Mais il y aura des jours meilleurs, mais on s'en fout, parce qu'au rebond, on a fait le boulot. C'était mon objectif principal dans ce match-là. Je suis désolé, je suis enrhumé, je suis en train de tomber complètement dans l'enrhumage. Ça n'existe pas. Donc désolé pour la voix, j'arrive plus à prononcer les mots convenablement. Je crois que c'est ce matin, là, c'est en train de tomber grave. Peut-être un pass gratuit dans pas longtemps, grâce à ça, qui sait. Non, blague à part, on est rentré en jeu un petit peu après contre les Bucks. Bucks, un petit mot sur eux, l'acquisition de Serge Ibaka, trade deadline, qui est quand même un super coup. On vient en aide défensive ici, hein. Faut toujours venir en aide défensive sur l'ami Antetokounmpo, bien sûr. Parce que le 1 contre 1, Antetokounmpo, il le gère trop facilement. Après, avec Mobley, tiens, c'est un truc auquel je pense là, en le voyant. Avec Mobley, on a peut-être l'arme absolue anti-Antetokounmpo, vu la mobilité du type. Ça peut être en tout cas ça sur la saison ou les saisons à venir. Une belle arme que Mobley. Après, il faut quand même qu'il prenne du muscle et tout, parce qu'actuellement, il se fait enfoncer totalement par Giannis. Mais sait-on jamais. On a peut-être, avec ce Mobley, on a peut-être une arme absolue de destruction massive du côté des Cavs. 31-19 donc à la fin du mois de janvier. Et écoutez, à ce moment-là, je me suis un peu arrêté de jouer parce que je me suis dit, de toute façon, les choses vont bouger. Donc, tu attends la trade deadline et après, on verra. On verra un peu ce qui s'est passé. Eh bien, comme il s'est passé quelque chose de très important pour les Cavs, eh ben, je me félicite d'avoir attendu. Caris LeVert a donc été échangé contre Rubio et un premier tour de draft. Il y a un switch sur 2022 au niveau des deuxièmes tours. Et il y a aussi je crois que c'est un 2027 le deuxième tour en fait. Mais 2027 dans le jeu on peut pas. On peut faire que jusqu'à 2026 à ce stade-là. Donc j'ai mis un 2026. C'est pas grave. Et donc Caris LeVert contre l'expirant Rubio. Et je trouve que c'est une bonne affaire pour les Cavs en fait, pour être franc. Récupérer en fait quasiment LeVert contre un premier tour qui va pas être génial, un choix qui va pas être phénoménal puisque les Cavs se dirigent droit vers les playoffs. C'est une très très bonne chose. Certes, il y a la taille du contrat, on pourrait dire oui, ça tue le cap space, etc. Je ne crois pas que Cleveland soit désormais dans cette disposition d'esprit-là. Il y a plutôt à développer ce qu'on possède plutôt qu'à aller chercher le gros agent libre de manière d'ailleurs on n'est pas sûr de l'avoir hein, à ce stade du tout. Donc voilà comment j'ai redistribué les minutes. On a aussi, tiens, un mot sur Rajon Rondo, bien sûr, qui a aussi rejoint les Cavs, mais ça c'était plus en scred au mois de janvier que ça s'est passé. Ça maillait pas du côté de Los Angeles pour Rondo. Du coup, il est venu à Cleveland. Et moi, je trouve que c'est une fort belle acquisition, hein, disons-le. Très clairement, je redistribue un petit peu les rôles. On a essayé de faire en sorte de remettre les choses en place. Sur l'aptitude stratégique aussi, petite adaptation à nouveau. Oui, je ne vais pas vous mentir, j'ai pris un nouveau commencer maintenant après la trade deadline. Je considère que c'est tellement difficile de faire certains trades comme dans la réalité dans le jeu que je préfère encore prendre à ce moment-là un nouveau commencer maintenant, quitte à ce que mon bilan acquis jusque-là soit un peu gâché, mais on va voir que ce ne sera pas le cas, puisqu'on repart à 35 et 21 et on était à 31-19. Donc en fait, c'est parfait. C'est juste parfait, la manière dont les choses se sont agencées, je dirais. Donc, chance. Et puis là, je vais vous proposer le match contre les Sixers. Ce match m'intéresse beaucoup. On sait que dans la réalité, Jojo Embiid est absolument
injouable. Hein. Et puis là, j'ai fait en sorte que Harden ne joue pas, puisque Harden, on sait, ne jouera pas avant le All-Star Game. Donc, ce sont des Sixers sans James Harden que l'on va ici jouer. Vous constatez ici juste la disparition de Markkanen de la rotation. C'est pas du tout mon choix. C'est juste qu'il est blessé. Voilà. Donc, actuellement, Markkanen n'était pas disponible. J'ai donc organisé les choses autrement. Évidemment, en redonnant un poste plus naturel à Mobley en poste 4. Et alors, gros défi pour Allen. Hein. Là, Allen, il a un énorme défi. Par contre, faudrait peut-être coller aux extérieurs, parce que là, ça flottait un peu en défense. C'était un peu pourrave. Ça n'était pas digne d'une aussi bonne défense depuis ce début de saison. Jojo nous met une petite quenelle en passant. Voilà, 3 points non contestés. Tout va bien. Donc ça commence mal défensivement. Mais on s'accroche. Et c'est ça la force de cette équipe. C'est que capable de refaire son retard en faisant quelques runs. Et puis aussi, petite création de mismatch, on le sait, à l'intérieur. Alors là, c'est pas le cas. On va exploiter plutôt une pause d'écran sur laquelle Maxi n'a pas bien réagi pour le 2 points de Levert de loin. Il faut prendre ses marques avec Caris Levert. Hein. Ici, du Jojo. Bravo, bravo. Juste avant la mi-temps, égalisation. Ça match donc plutôt serré. Que j'ai joué il y a très très peu de temps, hein, forcément. Et puis j'ai aussi, voilà, tiens, un petit Paul Millsap. Lui aussi, j'aurais dû l'empêcher de jouer là, puisqu'il n'a pas joué tout de suite. Mais Paul Millsap, il a joué l'autre jour. Donc à la limite, c'est moins grave. Allez, 3 points au Coro. Yes. Très très bien. Très très bien. Bonne phase ici, puisque shoot raté, possession tuée, contre-attaque ici, où Love va trouver le décalage pour Mobley facile au dunk. Voilà, bah c'est ce qu'on attend d'un joueur comme Kevin Love, c'est qu'il lève la tête aussi et qu'il fasse les bonnes passes quand il y a des décalages intéressants. Vous voyez qu'il y a des... Moi je trouve la défense extérieure moins bonne que dans la première partie de la partie, hein, pour être franc. Dylan Windler par contre qui trouve l'adresse, ça c'est cool. Néanmoins, on va se dégager progressivement au score, on va se dégager des Sixers à force de tuer leur tentative. Encore un contre ici pour Mobley. On va comme ça prendre un matelas d'avance. Allez, contestation. Voilà. De Allen. Bref, ça se passe pas mal. Ici, Jojo qui tente. Ouh là 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 là. C'est terrible ça. Terrible. Très belle victoire face à ces Sixers. Alors, certes, orphelin de James Harden. Et donc, si on regarde un tout petit peu avant, orphelin de Drummond en rotation et Curry en shoot externe, puisqu'ils sont partis dans le trade. Mais c'est quand même plutôt intéressant d'avoir réussi à embêter Jojo Embiid et d'avoir aussi réussi à poser nos séquences, on va dire, et d'avoir relativement d'ailleurs dominé à l'intérieur, hein, disons-le assez clairement. Dans la foulée, j'ai simulé les Hawks, patatras, ça a envoyé un gros score. On se retrouve donc deuxième avant le All-Star Game. Les bases sont là. Il va falloir s'accrocher, développer. Mais à mon avis, ces Cavs-là sont capables de très très grandes choses sur NBA 2K. Et puis, hâte de voir quel va être l'épanouissement de Caris Levert autour du joyau Evan Mobley. Je vous dis à plus. Très très bon week-end à tous. Bye bye.